Jean-Louis, grosse domination des Mercedes sur ce deuxième Grand Prix d'Autriche, Grand Prix de Styrie. Finalement, l'écurie a appris de ses erreurs de la semaine dernière. D'une certaine façon, oui, parce qu'on a retrouvé des Mercedes à leur vrai niveau, celui qu'on a vu à Barcelone. Et je crois que du point de vue des suspensions, du point de vue de tous ces vibreurs qui ont quand même un peu empêtré la course la semaine dernière, pour le Grand Prix d'Autriche, et non pas ce Grand Prix de Styrie cette fois, je crois que ça a été clair pour tout le monde. Et puis les qualifications ont joué un grand rôle, notamment Hamilton qui nous sort un temps de derrière les fagots complètement Incroyable. improbable, on ne pouvait pas croire que c'est arrivé, ce qui prouve quand même la finesse d'Hamilton, malgré tout, il faut faire cette parenthèse, et que là, comme il était en tête, il n'a pas eu besoin de grimper sur les vibreurs, ni de demander de la puissance et tout, il a fait sa course devant, et voilà, il n'a pas été rejoint. Quant à Bottas, eh bien, moins bien parti, forcément, puisque les qualifs étaient moins bonnes que celles d'Hamilton, eh bien, lui, chez Mercedes, on a trouvé, je veux dire, le bon clic pour les changements de pneus. On n'a pas fait l'undercut sur Verstappen. Dans ces cas-là, c'est Verstappen qui dicte la politique de la course. Hein. On ne l'a pas fait, et donc Bottas rallie la deuxième place, donc triomphe total, quasiment. Puisque vous parlez de Verstappen et de Alexander Albon, des Red Bull en général, est-ce qu'on pouvait s'attendre à mieux sur ce Grand Prix ou est-ce que finalement, face aux Mercedes, de toute façon, c'était plié ? Eh bien, moi, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux parce qu'ils avaient montré, c'est pareil il y a une semaine, des atouts malgré les abandons. Rappelez-vous que Albon était en train d'aller chercher la deuxième et pourquoi pas la première place. Et là, ça a moins bien fonctionné. Alors, les problèmes ont été réduits à néant, à zéro, hein, puisque les deux voitures sont à l'arrivée. Sauf que, est-ce qu'on a un peu réduit la puissance du côté des moteurs ? C'est un problème électrique. Mais le problème électrique, c'est l'alimentation, après qui engendre les sources électroniques qui sont encore un peu le diable, comme diraient nos amis de Renault Sport. Et peut-être que ça a joué. En tout cas, l'un de nos internautes a très subtilement remarqué que pour la première fois, les pilotes avaient parlé du moteur, ce qu'ils n'avaient pas fait auparavant et depuis longtemps. Donc, il va falloir que Honda retrouve les performances de tout début de saison ou de Barcelone, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors vous avez parlé de Renault, mais on en parlera un petit peu plus tard. Je voudrais qu'on parle d'une image forte, puisqu'elle a eu lieu dans le premier tour. C'est celle de Charles Leclerc qui vient harponner Sébastien Vettel. Est-ce qu'on avait connu pire début de saison, Jean-Louis, pour la Scuderia ? Non, ça, c'est terrible. Le tout début de saison, ça a été la deuxième place miracle il y a une semaine de Charles Leclerc. Mais si vous aviez suivi le Grand Prix avec moi, ça m'a échappé. J'ai dit, mais il est con, Leclerc. C'est exactement. Oui, il l'a admis derrière. Et après, 10 minutes après, il donne une interview et il dit « j'ai fait le con ». Oui, c'était ça. Mais ça, vous savez, ça, c'est les situations où on passe de héros à zéro. Hein, tout le monde les connaît. Je trouve qu'on peut lui mettre quand même une petite virgule à Charles. Peut-être qu'il est encore un peu tendre. Peut-être que là, il s'est vu trop beau. Mais il a au moins le mérite de le reconnaître. Ça, pour moi, c'est la marque des grands. Voilà, les vrais. Hein, les vrais, ils disent « bah oui, j'ai fait une connerie, Voilà, et ils le reconnaissent. Donc ça, au moins, c'est bien. Voilà, ça fout le week-end complètement par terre. Et je pense qu'il va commencer à y avoir des tensions. Mais justement, Mattia Binotto dit qu'il faut que l'équipe ne se désunisse pas. Et je pense qu'il va falloir faire attention à tout cela. Mais bon, une erreur, c'est une erreur. Si on en reste au chapitre Ferrari pour le prochain Grand Prix en Hongrie, c'est là où on aura un pack aéro un peu différent. Oui, normalement, alors ils ont commencé. Aileron avant différent. Ils avaient également des améliorations sur le fond plat. Les ailerons arrière vont arriver en supplément. Je pense que la voiture va retrouver, enfin j'espère pour eux, un niveau d'appui normal. Normal parce que, voilà, on l'a déjà dit, vous et moi, maintenant les langues se délient. C'est toujours comme ça en Formule 1. Les ingénieurs qui calculent voient que la voiture accuse une perte de 50 à 60 chevaux, ce qui est quand même gigantesque. Hein. Et si vous prenez le calendrier d'une Formule 1, on en a souvent parlé ici. Vous commencez, la saison démarre, vous commencez les calculs de la nouvelle voiture. Vous commencez à les geler juillet-août. Septembre, c'est les finitions de tous les dessins. Septembre, c'est le moment où l'an passé,
eh bien, la Ferrari, elle avait donc 50 à 60 chevaux de plus. Donc vous passez sur une base, et puis finalement, la base n'est pas bonne, puisque la FIA vous dit, vous allez remettre le moteur là où il était avant, et vous n'y toucherez plus. Et donc, on a des châssis qui sont complètement en dehors du coup. Ils ne sont pas prêts, en tout cas, à avoir 60 chevaux de moins. Mais c'est la même chose chez Alfa Romeo, chez Haas, et donc chez Ferrari. Alors, il va falloir maintenant travailler d'arrache-pied pour refaire un châssis, tout en sachant qu'on n'a pas beaucoup de loisirs d'y toucher. Hein. Attention, hein, donc c'est réglé. C'est pour ça que je les vois très très mal. Il va falloir d'autres miracles. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, souhaitons-leur un miracle alors. On va parler de Renault, cette fois, Jean-Louis, avec... alors, ces qualifs qui étaient plutôt très bonnes pour Esteban Ocon, et puis finalement, il a dû abandonner en course sur un nouveau problème de surchauffe. Alors, est-ce que c'est lié vraiment à la conception même de la voiture, puisqu'on voit que Lando Norris, par exemple, s'en est plutôt bien tiré? Oui, alors les McLaren Renault, elles marchent fort, même très très fort. Vous parlez de Lando Norris, qui a fait un final formidable. Incroyable. Voilà, ce qui a fait rire tout le monde, mais il est formidable, ce Lando Norris. Il me fait rire, moi j'aime beaucoup, puis il est sympa. Bref. Et puis Carlos Sainz, meilleur tour en course. Ça prouve quand même, et lui aussi, il a fait une belle bataille pour y arriver à ce meilleur tour en course. Donc le moteur Renault marche bien. Et ça, on l'a déjà dit, chez Renault à Viry-Châtillon, ils ont fait quelque chose de formidable. Alors non, je me pose la question, mais je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'il y a une série d'échangeurs qui n'est pas bonne? Parce que d'après ce que disent Ricciardo et Ocon, le mal viendrait de là. Échangeurs de température, ça peut arriver. En tout cas, c'est déjà une double panne, on va dire ça comme ça. Et je crois que Renault, à Viry-Châtillon, ils vont quand même voir les choses assez rapidement. Pour, même si les camions maintenant sont partis à Budapest, c'est pas très loin à la distance. Hein. Donc en 86, on l'avait fait déjà en voiture. Vous vous rendez compte, c'est rien du tout, c'est 400 km. Je pense que chez Renault, ils vont apporter les nouveaux échangeurs qui, j'espère, vont tenir le coup. Toujours à propos de Renault, l'écurie a porté réclamation contre Racing Point puisqu'ils jugent que leur monoplace est trop proche de celle de Mercedes. Qu'est-ce qu'ils attendent finalement à la fin de ce recours posé aujourd'hui? Alors je me demande si c'est pas toute la Formule 1 qui attend derrière Renault. Renault a eu le courage de le faire. On sait très bien que cette Racing Point, c'est une imitation de la Mercedes de l'an passé. Et elle a montré qu'elle marchait pas mal du tout, qu'elle avait encore des arguments. On peut parler de la course de Pérez, il part 17e si je me souviens bien, il termine dans les bons points. Donc ça a marché. Il y a un certain nombre de listes, il y a une liste de pièces qu'on peut acheter ou qu'on ne peut pas acheter. Si c'est une pièce comme les écopes de frein qu'on peut acheter, ok, pas de souci. Si c'est les écopes de frein que Racing Point aurait dû faire elle-même, là, ça va créer des soucis. En tout cas, on a bien vu que la FIA et ses commissaires avaient accepté de mettre toutes les pièces sous scellé, donc ça peut aller plus loin. Donc, on va devoir vérifier ce qui se passe exactement dans cette Racing Point qu'on va démonter pour satisfaire la curiosité de tout le monde. Pièce par pièce. Oui, parce qu'ils disent qu'ils ont pris des photos, mais enfin, quand même, vous vous souvenez de notre ami Hirf à Barcelone, il disait mais non, mais c'est une Mercedes de l'an passé, l'aéro, le châssis, donc on va bien voir. Ça peut aller jusqu'à l'exclusion? Non, je ne crois pas, parce que la Formule 1 vit une période difficile à cause de la pandémie, c'est difficile à tout mettre en place, etc. Mais je pense qu'on peut leur dire, bon, vous corrigez ça tout de suite ou ça ne va pas marcher. L'exclusion, ça serait un peu trop fort, je crois. Il faut quand même voir un peu au-delà de tout cela les intérêts supérieurs de la Formule 1, si c'est un sport qu'on aime et qu'on veut défendre. Alors on va parler du Grand Prix de Hongrie puisque les Grands Prix s'enchaînent assez rapidement en ce moment. C'est un circuit que tout le monde apprécie et qui est plutôt sympa à regarder en termes de course? Alors c'est généralement des courses sympas. C'est pas un circuit terrible, je le dis toujours, mais ça donne toujours des courses très animées. Je vous rappelle l'an dernier, Verstappen en tête, remontée extraordinaire d'Hamilton qui fait un changement de pneu inopiné mais qui le passe dans les derniers kilomètres. Comme disait Verstappen, mes pneus arrière étaient morts, c'était vrai, voilà. Et Hamilton gagne la course. Donc ça peut donner des courses sympas, animées. Et puis j'ai toujours défendu à la fois l'ambiance du circuit et l'ambiance de Budapest, sauf qu'il y a le confinement. Et le Premier ministre, qui ne rigole pas tous les jours, enfin en tout cas qui n'a pas l'air, a prévenu que ça serait extrêmement sérieux. Les mesures, les machins, vérifier, quinzaine, amende colossale de dizaines de milliers d'euros, etc., pour ceux qui ne respecteraient pas le confinement. Donc, il y aura moins d'ambiance dans la tribune, beaucoup moins, même pas du tout, et puis il y aura beaucoup moins d'ambiance dans Budapest, qui était quand même
le Grand Prix des vacances par excellence. Donc je suis un peu circonspect. Moi j'aime bien Budapest. Ça a toujours été, la plupart du temps, des courses sympas. On y va depuis 1986. Ça a toujours été plutôt sympa. Mais là, avec la pandémie, je me demande comment ça va être. C'est un circuit où en général il fait assez chaud. Est-ce que ça peut être pénalisant pour certaines équipes, Jean-Louis? Je crois que toutes les équipes ont résolu le problème, sauf Renault. Oui. Je crois que toutes les équipes ont résolu le problème, y compris pour les pneus. Et d'ailleurs, on voit bien que Pirelli ne prend aucun risque. Mercedes n'en prend plus non plus sur ce domaine-là. Récemment, des internautes se sont plaints de la couleur noire de la Mercedes en disant que ça allait pénaliser fortement, je veux dire, la climatisation de la voiture, si vous voulez, du moteur, appelons ça comme ça. Et Mercedes a bien précisé qu'il y avait une pellicule extrêmement, d'un matériau d'ailleurs tout à fait secret. Il dit c'est l'aluminium, mais c'est pas vrai, qui permet de garder le moteur à la température constante sans que le noir chauffe au-dessus. Donc, on va voir. Non, je pense surtout aux pneus. Et puis, je dis, les équipes qui m'ont accusé des soucis de surchauffe en Styrie, enfin, à Zellweg, non, pardon, je me trompe à Spielberg, on va voir. Non, mais je ne crois pas qu'il y ait des soucis ce plan-là. Est-ce que la qualif sera cruciale? Alors, je voulais vous dire oui, mais maintenant, je pense que les qualifs sont cruciales partout. Et en même temps, je reviens à la course d'Hamilton et de Verstappen l'an passé, finalement, c'est pas celui qui vraiment... Enfin, il était loin quand il a fait son arrêt de pneu, Hamilton, et il a remonté tout le monde. Donc, vous voyez que quand même, on peut, au bout de la fameuse ligne droite, faire des dépassements. Donc, on verra. Alors, impossible de ne pas terminer cet entretien sans parler de Fernando Alonso, qui est de retour, enfin, qui sera de retour chez Renault à partir de 2021. Vous voyez ça comment, Jean-Louis, d'un bon œil? Je vois ça d'un bon œil pour plusieurs raisons. Alors, je répète ce que j'avais dit. Il y avait deux tendances chez Renault. L'une qui voulait Alonso parce que c'est un coup marketing formidable. Et l'autre qui disait, oui, mais enfin, Alonso, il prend de la place. Sous-entendu, c'est un casse-pied. C'est le thème de mon prochain papier pour Autoplus, d'ailleurs. C'est pour ça que je le déroule. Il y a ça. Bon, les jeunes pilotes le voient comme un monument. Ça m'a fait rire parce que vous voyez Ocon qui dit « c'est extraordinaire, moi je l'ai vu à Manicourt, il se battait pour la victoire, je devais avoir 9 ou 10 ans. » Oui, bien sûr, ils ont 14 ou 15 ans d'écart, forcément. Est-ce qu'ils vont l'attaquer en course? Oui, sûrement, parce qu'un garçon comme Norris, ça ne le dérangera pas d'attaquer Alonso. Mais, quand même, pour eux, c'est quelque chose de mieux pour la Formule 1 que, justement, un monument les rejoigne. Bon, on peut se poser maintenant des questions sur le fait, est-ce qu'il sera compétitif ou pas? Je suis obligé de parler de Michael Schumacher. C'est un si grand champion. Quand il est revenu après 3 années d'absence chez Mercedes, ça n'a pas été, contre Nico Rosberg, ça n'a pas été le Schumacher que nous connaissions. Alors ce que je veux dire pour Alonso, c'est que lui, pendant ce temps-là, Alonso, il a été d'abord, son arrêt, c'est 2019 et puis une partie de 2020. Ce n'est pas si long. Et puis, il s'est entraîné un peu à tout, Fernando. Le Mans, il a gagné. Daytona, il a gagné. Il manque de gagner les 500 miles d'Indianapolis contre d'attente. Il va dans les dunes du Dakar. Voilà, il fait plein de choses. Et on sait qu'il avait déjà un grand talent. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur ce plan-là. Simplement, je le répète, Alonso, c'est un garçon qui prend de la place dans une équipe. On l'a vu faire des choses chez Ferrari. Quand il avait la main mise sur à peu près tout, c'est comme si c'était lui qui dirigeait. Donc, et ça, c'est impossible, vous le savez, on l'a déjà dit. Donc, il a bien prévenu aussi que la voiture de 2021, il la conduirait, mais que celle avec laquelle il allait vraiment donner le maximum, c'est celle de 2022, donc celle sur laquelle il va travailler lui-même. Et donc, ça, c'est du Alonso tout craché. Alors, la suite, on verra. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais je l'attends, moi, avec impatience, parce que c'est quand même, et ça reste quand même, un grand pilote, même s'il est contesté. Bon, un des plus âgés, mais c'est pas grave. Et oui, alors justement, j'ai parlé des jeunes, parce que les anciens, Vettel par exemple, oui, bon, ouais, d'accord, Hamilton, qui a dit au micro de Canal+, comme ça, je ne serai plus le deuxième pilote le plus âgé du plateau, voilà, c'est des choses comme ça. Les autres le connaissent un peu, surtout Hamilton. Et donc, on verra bien ce qui va se passer. Mais je crois que de toute façon, qu'un nom comme ça revienne dans la Formule 1, c'est pas grave. Ce qu'il faut voir, c'est le bénéfice pour la F1. Dernière question, Jean-Louis, c'est sur 2 circuits qui viennent d'être confirmés au calendrier, donc Sochi et puis surtout le Mugello qui fait son entrée. Alors, donc Sochi garde la date qu'il avait, ça veut dire que la Russie maintient le Grand Prix. Le Mugello,
Ça sera la 1000e épreuve du championnat du monde pour Ferrari. Mais vous m'avez dit que vous aviez fait l'école de pilotage. Moi aussi, j'ai fait celle de Ferrari sur le Mugello. Et je peux vous dire, c'est un circuit canon. On peut demander aussi à Jean Alesi et à d'autres pilotes, quand on est au Mugello, ils vous diront tous très difficile, très compliqué, difficile pour reprendre son souffle, à part dans la longue ligne droite qui mène à un freinage épouvantable. Quand vous voyez l'Arabiata, un double droite géant, où Alesi avait eu un accident terrible, c'est formidable. Le gauche de retour avant les stands, il est épouvantable lui aussi. Donc non, vraiment, c'est un très très beau circuit. On peut craindre pour les spectateurs, mais si c'est encore le confinement, il y aura moins d'autos ou on les parquera ailleurs. Et voilà, parce que les accès sont assez compliqués au Mugello. Le reste, bon, ça reste un circuit canon et je pense que Ferrari mettra les petits plats dans les grands pour accueillir les F1.